Léa. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation pour nous parler de votre parcours qui, j'en suis sûre, va inspirer beaucoup de personnes, des personnes qui cherchent leur voie, une voie qui a du sens. Pour commencer cette interview, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu d'où est-ce que vous venez, vos origines, vos racines? Alors, je suis originaire de Nice, je suis née à Nice et donc j'ai grandi jusqu'à la fin de mes études, à Nice et j'ai bougé ensuite pour ma carrière professionnelle. Génial. Et si on revient un petit peu sur votre parcours professionnel, quels étaient vos rêves de métier enfant? Je voulais travailler avec les animaux. Ah waouh, Je savais pas encore comment, ni comment enfin quel métier. Puis à l'époque, c'était pas très connu en fait de travailler avec les animaux. oui. Donc et puis il y avait pas internet, j'ai 48 ans donc voilà, du coup ça remonte un peu. Technologie était pas la même et même au niveau des études, on n'avait pas les ressources d'aujourd'hui pour aller chercher un petit peu, donc c'était les salons de l'étudiant et puis le guide de l'ONICEP, Oui. donc pas du tout ouvert dans ce milieu, en fait. Et est-ce que Donc vous j'ai pas pu avez, avancer. oui. Et est-ce que vous aviez des animaux déjà à ce moment-là? Est-ce que vous aviez du contact avec les animaux? Alors, j'ai toujours eu un contact super facile avec les animaux. J'avais une grand-mère qui était enfin mes 2 grand-mères d'ailleurs adoraient les animaux. Elles en avaient aussi et puis à cette époque-là, j'avais un chien, en fait, chez ma maman et un chat chez mon papa. OK, donc vous étiez déjà pas mal en contact avec les Déjà, ouais, animaux, avec cette intention de travailler, au plus près d'eux. ouais. Et donc comment vous avez évolué au niveau du collège, du lycée, en termes de choix d'orientation avec cette ambition, si je puis dire? Quel choix avez-vous fait? Est-ce que vous êtes allé vers cette voie-là ou une autre voie et pourquoi? Alors, bah, du coup, j'ai pas du tout suivi cette voie puisque c'était un petit peu une voie sans issue, dans le sens où il y avait pas de matière d'études en dehors d'être vétérinaire ou assistante vétérinaire. Vétérinaire me paraissait pour moi, hors limite en termes de niveau d'études. Je me sentais pas capable de faire des études aussi poussées et assistante vétérinaire, j'avais aussi peur à cette époque-là, je ne voulais pas trop contacter l'animal malade. Étant très sensible et même hypersensible, c'était quelque chose que j'appréhendais un peu, donc j'ai écarté ces études-là au départ. Et puis, et du coup, j'ai avancé dans mes études, alors sans être, une très, très bonne élève. Maintenant aussi, je comprends comment je fonctionnais. Il y a certaines atypies que l'on reconnaît aujourd'hui qui n'étaient pas reconnues à l'époque non plus, notamment le fait d'être, de l'attention, Mmh. d'être une élève attentionnée. Moi, j'avais un peu du mal, je partais un peu dans tous les sens Mmh. dans mes rêveries et en fait, du coup, j'ai avancé en éliminant les matières qui ne me plaisaient pas. OK. Donc c'est comme ça que j'ai bon, mon collège, là, on n'a pas de choix, mais dès qu'on arrive en seconde, du coup, j'ai choisi de faire de l'économie parce que c'était ouvert. En fait, j'ai toujours gardé la possibilité d'avoir des portes ouvertes multiples en Mmh. enlevant ce qui ne me correspondait pas. Donc j'ai essayé de pas me réduire dans un seul canal, en gardant donc ces les opportunités ouvertes. Donc j'ai fait de l'économie avec une option maths, qui Mmh. n'était vraiment pas ma tasse de thé, mais voilà, j'ai quand même, j'ai gardé cette trace-là jusqu'au bac. C'est quoi qui vous intéressait pas, que vous avez éliminé, sans regret? Bah, il y avait, les sciences naturelles, la physique, la chimie, toutes ces choses-là, tout ce qui était vraiment très scientifique, c'était pas du tout ma tasse de thé, en fait. Les maths aussi, alors j'ai pris l'option maths parce que c'était bien au niveau du bac, c'était important de garder, une notion de maths, mais c'était Mmh. vraiment pas ma tasse de thé et d'ailleurs, rapidement derrière, alors c'est très curieux parce que du coup, j'ai enlevé les maths, mais je me suis retrouvée à faire des études de comptable. Donc c'est un petit peu antinomique, mais voilà, c'est OK. pareil. Ouais. Donc, vous avez poursuivi au niveau économie et vous dites donc derrière des études de compta. Comment ça s'est passé? Au niveau du bac, si on reprend au niveau du bac, c'était quel type de diplôme? Quelle formation en compta? Alors en fait, j'ai eu donc un bac qui à l'époque était sciences économiques et sociales, option Mmh. maths. Oui. Et puis ensuite, bah, ne sachant toujours pas ce que je voulais faire, ma maman s'est vraiment arraché les cheveux, essayer de m'aider à trouver des orientations et du coup, on a trouvé la formation du DPECF. C'est un diplôme préparatoire aux études comptables et financières qui avait, du coup, du droit, de l'anglais, de l'économie, bah, un petit peu de maths, la comptabilité et on s'est dit: «Ben, de toute façon, avec ce bagage-là, ça Mmh. me sera utile quel que soit le métier derrière». Et à la fin de l'année, j'ai validé quelques UV, mais pas toutes, donc j'ai pas pu aller en DECF, qui était le diplôme d'études comptables et financières, qui mène à l'expertise comptable Mmh. et du coup, j'ai basculé sur le BTS comptabilité gestion. Mmh. Ça me correspondait en termes de niveau et de structure parce qu'en fait, j'avais été regarder tout ce qui était UIT et je ne me sentais pas à l'aise dans des grands amphis, en fait. J'avais besoin d'être rassurée dans une classe avec des professeurs référents donc le BTS me correspondait en termes d'environnement
Et puis le contenu, bah, on se dit que la compta, on en a toujours besoin, quoi qu'on fasse dans sa vie, donc c'était toujours ça. Est-ce que ça vous a plu d'étudier la compta à ce moment-là? Certains côtés de la comptabilité, oui. Certaines parts de la comptabilité. Le côté entreprise m'a beaucoup plu par contre, voilà. Mmh. Tout OK. ce qui était gestion des stocks, analyse et cetera, les besoins. À partir du moment où c'est concret, Mmh. j'adhère facilement en fait. D'accord. Quand c'est trop, ouais, j'ai vraiment besoin de choses concrètes dans ma vie en fait. OK. Donc des chiffres, Des chiffres analyse. aussi. Mmh. Et donc après ce BTS j'imagine que vous avez eu, Oui. quels ont été vos premiers pas en entreprise? Comment est-ce que vous avez mis en application ces études en comptabilité? Alors, déjà, à la fin de la première année du BTS, j'avais des amis qui habitant à Nice, Mmh. on est frontalier à Monaco, donc il y a énormément de banques. Mmh. Et mon papa réside à Monaco, donc même si je n'étais pas officiellement résidente à Monaco, j'avais le droit, en fait, de mettre son adresse, en fait, pour retrouver des stages. Et du coup, j'ai travaillé un été dans une banque à Monaco, au Standard, tout simplement. Donc c'était intéressant et puis voilà, j'avais un salaire, un travail. J'ai pu vraiment mettre les pieds dans l'entreprise en dehors des petits stages dans des cabinets comptables avec le BTS. Mmh. Et à la fin de mon BTS comptabilité, j'ai travaillé l'été du coup dans une banque et je m'étais inscrite en passerelle pour rejoindre la maîtrise en sciences et techniques comptables et financières à la fac, mais je Mmh. n'avais que des cours du soir en fait. Et comme l'été, j'ai travaillé dans un service, aux ressources humaines en fait de la banque, dans laquelle j'avais fait mon premier stage, ils m'ont proposé de me garder à mi-temps en fait, durant, l'hiver on va dire, ce qui me permettait le matin d'aller au travail, l'après-midi de travailler mes cours que j'avais le soir. Et puis, bah, très rapidement, ils ont eu un besoin en octobre-novembre d'une assistante dans la salle des marchés et puis les cours, bon, bah, vous avez bien compris que c'était pas mon grand truc, les études prolongées et du coup, bah, le concret, directement dans l'entreprise m'a plu et donc je faisais le matin les ressources, humaines et l'après-midi en salle des marchés en tant qu'assistante, toute simple en fait d'un responsable de secteur et vers le mois de novembre, en fait, je suis passée à 100 en Mmh. salle des marchés, où j'ai donc, à la fois eu le pôle d'assistante administrative, donc Mmh. j'étais assistante de direction pour le responsable, administrative pour l'équipe et puis petit à petit, bah, mon responsable m'a mis un petit peu le pied à l'étrier pour, travailler directement sur la trésorerie change et donc en direct sur les marchés. OK. Donc concrètement, donc si on donne un peu plus d'exemples de Oui, concret, vous parlez de change. À l'époque, oui. c'était euros, pas encore? Bah, il y avait en fait, on était sur de l'euro déjà et puis petit à petit et puis après, bah, on travaillait sur De toutes les monnaies en fait, essentiellement européennes et puis autres, enfin les européennes qui n'étaient pas européennes, enfin Oui. Et est-ce que et vous dématérialisé ou c'était bien dématérialisé? C'était quoi la partie administrative du poste? alors la partie administrative, c'était de gérer, tout ce qui était, la partie financière du coup, Mmh. les budgets, de l'équipe, alors pas les salaires, mais par contre je répertoriais tout ce qui était les congés, les absences et cetera et je transférais aux ressources humaines. J'avais la partie donc, bah, gestion des absences, la partie, on appelle ça? Déplacement professionnel aussi, les dépenses de mon responsable parce que du coup en tant que chef d'équipe, bah, il avait des réunions, des repas et cetera ou des fois des séminaires, donc il fallait organiser les voyages. Organiser, bah, son quotidien et puis ensuite, bah, il y avait du secrétariat basique en fait aussi de rapports de réunions, des comptes rendus, des choses comme ça. OK. Donc oui, une partie administrative, Voilà, ouais, gestion de l'organisation, c'est ça, également dans le métier, dans le cœur de voilà métier. et puis on a changé aussi de bâtiment, donc j'ai aussi participé à la structure de nos bureaux dans le nouveau bâtiment. D'accord. Alors une salle des marchés sur Monaco, c'est assez petit, on était la plus grosse salle des marchés, on était une trentaine de personnes. Ce qui est déjà beaucoup, localement et du coup, voilà, il y avait plusieurs desks en fonction des activités, les actions, les obligations, la trésorerie change où je travaillais et Mmh. donc en tant qu'assistante, j'étais la seule assistante de tout ce pôle, à cette époque-là. Je travaillais pas pour les 30 personnes, mais par contre, je travaillais avec le seul responsable qui avait une dizaine de personnes sous ses ordres et du coup, ben, ça m'a permis de gérer un petit peu pour les 30 par contre, la transition géographique des équipes et puis vérifier qu'il y ait pas de bug avec les services informatiques et donc faire le lien avec les autres services pour que mes collègues puissent travailler vraiment en toute fluidité. OK, super. Donc j'ai fait ça pendant 2 ans à peu près. OK. Et comment est-ce que vous avez donc vous avez évolué est-ce que vous avez évolué encore dans ce domaine ou bien, c'est un moment où vous avez eu une bascule et on parlerait du changement? Alors, pas encore tout à fait, il y a encore 2 années qui arrivent derrière, dans le sens où j'ai rencontré le papa de mes filles.
Et il a eu une opportunité de travailler à Londres et donc je l'ai suivi. Donc nous sommes partis tous les 2 à Londres, où là j'ai pu travailler à la City. J'ai travaillé au Crédit Agricole Asset Management et à la Deutsche Bank. Et là, comme à Londres, les salles des marchés, bah, c'est plus 300-400 personnes. J'ai laissé tomber la partie technique parce que je n'étais pas assez qualifiée à cette échelle-là. Mais je suis devenue assistante d'équipe pure, donc au niveau administratif et puis au niveau relais client. Et donc j'ai pu travailler pendant, 2 ans dans une salle des marchés avec une équipe d'analystes financiers, donc Mhm. qui était spécialisée sur les divers secteurs. Et je faisais le relais avec notre responsable qui lui était basé à Paris, parce qu'il avait son équipe avec une partie à Paris, une partie à Londres. Donc je faisais le relais d'assistante de direction pour le responsable d'équipe et après je travaillais en direct pour les analystes qui avaient énormément de voyages professionnels et Mhm. de rendez-vous, de sollicitations et tous les matins, ils avaient ce que l'on appelle un morning meeting. Donc ils passaient en ligne au niveau de la banque pour justement faire l'analyse du jour des marchés et donc je gérais toute la logistique, on va dire, informatique, Mhm. toute la mise en place des visios et cetera, mais aussi tous les rapports écrits de ce qu'ils présentaient, en fait. Et ensuite, le reste de la journée, bah, voilà, je m'occupais de leur soutien, dans diverses formes administratives. Et puis au bout de 2 ans, j'ai voulu changer, donc j'ai été à la Deutsche Bank où là j'ai travaillé, on était 600 personnes sur le même étage. Donc c'était très, très dense au niveau présence, au niveau bruit, au niveau stress et j'y ai travaillé, 4 mois en tout et ensuite, m'étant mariée, je suis tombée enceinte et donc là, il y a eu une première bascule effectivement où j'ai arrêté de travailler. J'ai eu la chance de pouvoir, ne pas travailler à ce moment-là et le papa de mes filles a eu une mutation à Genève et donc je suis arrivée en Haute-Savoie avec un petit bébé de 15 jours et donc je me suis installée là dans une toute nouvelle vie du coup. Mhm. Waouh, intéressant. Ouais. Et à quel moment, du coup, vous avez pensé à un domaine en particulier, à un nouveau domaine, ou bien à revenir à vos rêves d'enfant, si je puis dire? Alors, bah, ça a été vraiment, la rentrée à l'école de mes filles Mhm. parce que, bah, j'ai pu du coup pendant qu'elles étaient toutes petites, rester à la maison n'ayant pas de famille dans le coin et puis, leur papa travaillant énormément. On a fait le choix en fait que je puisse rester mère au foyer et donc je me suis impliquée, j'ai gardé mon côté administratif, comptable, au niveau des associations locales. Donc j'ai rencontré beaucoup de monde et ça m'a fait vraiment, créer ma vie sociale localement. Et puis, bah, adorant les animaux, forcément, je dis toujours bonjour aux animaux avant les humains, et ça même avant d'être dans ce milieu-là professionnel. Et j'ai commencé donc quand les filles, ont commencé à aller à l'école, j'ai eu envie d'une activité professionnelle, mais je voulais vraiment que ça puisse correspondre à notre vie de famille. Donc rester disponible pour mes enfants pendant les vacances et cetera, mais commencer à avoir un revenu et essayer de faire quelque chose. Et j'ai une amie qui m'a dit: «Mais en fait, tu dépannes toujours, tout le monde, je pars en vacances, tu viens nourrir mon chat et cetera. Fais-en ton métier». Et là, j'ai découvert ce qu'on appelle aujourd'hui communément le pet sitting et j'ai découvert ce qu'était l'entrepreneuriat. Donc je me suis installée en tant qu'auto-entreprise. J'avais la J'ai trouvé le côté très positif de ne pas avoir d'épée de Damoclès, c'est-à-dire qu'en auto-entreprise, bah, si on gagne pas d'argent, on paye pas de charges. Mhm. Donc du coup, je n'avais pas la pression et j'avais eu quand même beaucoup de pression dans la finance, dans l'environnement dans lequel j'étais. Et comme je le disais tout à l'heure, je suis quelqu'un d'hypersensible, Mhm. tel qu'on le dit aujourd'hui, pas juste une sensibilité, vraiment une vraie hypersensibilité où je capte beaucoup les émotions des gens et de tout ce qui m'entoure et donc du coup, c'était un environnement qui était vraiment très difficile pour moi. Donc je voulais travailler, j'avais envie de faire des choses, d'apporter aussi qui j'étais aux gens, mais je n'avais pas envie de me mettre, une pression XXL et donc du coup, je me suis lancée en auto-entreprise en tant que pet-sitter. Donc c'était, 2009-2010 à peu près. Et là, j'ai commencé à me réaliser, en fait. Mais le contre-coup de tout ça, de toutes ces années, de diverses pressions, personnelles, ont fait que j'ai fait un burn-out à cette époque-là et du coup, bah, grâce aux animaux, j'ai pu continuer à travailler avec les animaux, donc ça m'a porté aussi, au niveau moral, au niveau du rythme et puis parce que quand on fait quelque chose qui nous anime vraiment, bah, du coup, on trouve un fond de ressources d'énergie, même quand on est en burn-out, on a beau vouloir de l'énergie et mettre le mental en place, le corps ne suit pas toujours, donc les animaux m'ont accompagnée. Et puis ensuite, j'ai découvert la sophrologie parce que pour mon bien-être, j'ai choisi de faire une activité qui m'apporterait, un bien-être personnel et donc je me suis inscrite à la MJC locale et puis la sophrologie m'a tellement plu que tout en faisant, ma petite activité de pet sitting, alors un petit rayonnement dans le sens où, ben, il faut pouvoir concilier la famille et les disponibilités. Donc j'avais quelques clients entre midi et 2 qui travaillaient à la semaine, donc j'allais sortir leur chien entre midi et 2 pour couper la journée et puis sur, quelques week-ends ou quelques soirées, bah, aller nourrir les chats ou justement, m'occuper des chiens que j'avais en garde la semaine quand leur médecin de santé le week-end
tout en étant assez disponible pour ma famille. Donc c'était pas une activité vraiment très développée. Elle était là, elle était en fond, elle m'a procuré beaucoup de plaisir. J'ai pu accompagner, pas mal de familles avec bonheur pour eux aussi. Et puis la sophrologie m'a plu, m'a appelée et j'ai souhaité aller plus loin. Donc j'ai souhaité me former à la sophrologie caïcédienne, donc c'est la sophrologie authentique, telle que créée par son fondateur, parce que c'est une profession à ce jour qui n'est pas réglementée. Donc j'ai toujours ce souci d'éthique, on en reparlera peut-être plus tard, mais voilà, j'ai voulu aller me former dans la structure vraiment telle qu'elle a été créée, hem et qui est vraiment, référencée de plus en plus aujourd'hui et reconnue. Et donc je me suis formée, il m'a fallu des cobayes, donc mes copines ont servi de cobayes et je me suis rendu compte de l'impact de la sophrologie. Donc j'ai gentiment laissé les animaux un petit peu de côté, parce que je me rendais compte aussi avec le pet sitting que les problématiques que je rencontrais, parce que les gens m'appelaient par exemple parce que le chien, il ne peut pas aller en pension, parce qu'il ne sait pas vivre avec les autres et cetera. Il y a aussi des fois des problématiques humaines derrière. Donc avec la sophrologie, j'ai pu accompagner les humains. Donc des clients de pet sitting se sont transformés en clients, en sophrologie et j'ai navigué un petit peu comme ça jusqu'à il y a 3 ans à peu près, où du coup je me suis, séparée du papa de mes filles et donc là j'ai dû revoir à nouveau, toute la voilure professionnelle parce que, bah, tout ça était de la côté pendant toutes ces années, donc pas très, rémunérateur ni structuré vraiment non plus. OK, Voilà super le intéressant. parcours. Et si on revient sur ce burn-out, il était lié à la partie finance ou il était lié au pet sitting c'était vraiment par Alors rapport absolument pas au pet sitting justement. Non, non, c'était pas du tout le pet sitting. Ça a été aussi le fait ça a été un contre-coup, c'est-à-dire que je suis quelqu'un qui, dans la difficulté, je tiens droite et j'avance. Donc, c'est, bolide et je tiens bon, je tiens tout le monde si besoin. D'accord. Je Mais suis peut-être plus quelqu'un aussi qui suit personnel, sa c'est ça? famille. C'était Pardon? c'était plus personnel le Oui, burn-out. c'était plus D'accord, personnel OK. et vraiment aussi, ben, je suis quelqu'un de très famille, donc je suis partie volontairement en Angleterre, mais en même temps, avoir ma famille loin de moi était quelque chose d'assez difficile et quand on est revenu dans la région en Haute-Savoie, pour moi, je me rapprochais de la famille parce que je pouvais descendre voir mes parents en voiture, donc ça fait une grosse différence. Et puis un certain surmenage aussi et puis le papa de mes filles qui avait une carrière très, très difficile et qui a eu des soucis, D'accord. professionnels indépendants de sa volonté, mais où Mmh. du coup, bah, je l'ai soutenu à ces moments-là aussi et puis quand tout ça s'est posé et que j'ai pu m'ouvrir au pet sitting et donc dans un milieu dans lequel je m'épanouissais, bah, du coup, mon corps et mon mental ont relâché et ce qui a induit vraiment le burn-out derrière. Et puis OK. j'ai découvert après coup, en travaillant sur moi ces dernières années, que l'hypersensibilité peut amener au burn-out, dans le sens où quand elle est pas prise en compte et reconnue, on avance dans le monde sans filtre. Mmh. Donc on part et puis il y a un moment où la soupape, ben, elle sature en fait, mais on la voit pas forcément venir. Ouais, Donc aujourd'hui, j'axe aussi certaines de mes pratiques, dans l'accompagnement des gens, on y viendra peut-être, mais voilà, par rapport à tout ça aussi d'accord. et Ouais, toujours avec les animaux. super intéressant. Ok, donc le pet sitting qui vous remet le pied à l'étrier avec les Ouais. animaux, avec vos rêves de travailler avec les animaux. La Mmh. sophrologie qui vous apporte beaucoup de bien, que vous utilisez également sur d'autres adultes et qui fait la connexion adulte, peut-être animaux. Exactement, ouais. À quel moment est-ce que vous avez découvert la communication animale? Alors, bah, j'ai découvert la communication animale, on devait être en 2012-2013 à peu près. Lorsque, par un bienheureux hasard, j'ai rencontré mon cheval qui s'appelait Kergalan. J'ai donc, comme vous le savez, toujours adoré les animaux. En Haute-Savoie, on a la chance d'habiter en pleine campagne, même s'il y a des jolies villes autour. On est quand même très proche de la nature et du coup, ben, ne travaillant pas, je me promenais régulièrement avec mes filles en poussette et autres dans les centres équestres, au bord des prés et puis ma plus grande a choisi, à un moment, elle m'a dit: «Moi, je voudrais bien faire du poney». Donc on a trouvé un centre équestre et puis, j'en ai fait quand j'étais jeune et j'ai arrêté parce qu'on a commencé à sauter les sauts d'obstacles et j'ai eu peur et j'ai demandé à mes parents d'arrêter et donc ma carrière, de cavalière s'était arrêtée là, vers 12 ans à peu près et puis ma fille me demandant de faire du poney, forcément, bah, j'ai sauté sur l'occasion et je l'ai accompagnée, je restais avec elle et cetera et en discutant avec sa monitrice, elle s'est vite rendue compte que j'avais, c'est comme le vélo, on n'oublie pas donc très rapidement, je donnais un coup de main pour seller les poneys et cetera et elle m'a dit: «Oh mais tu as l'air d'adorer ça» et cetera, on discute. Elle m'a proposé de faire des cours adultes, le matin en semaine et à cette époque-là, bah, j'avais le temps du coup de travailler pendant que les filles étaient à l'école et donc je me suis inscrite à un cours et j'ai essayé 2 juments qui étaient assez dynamiques et moi très peureuse, donc ça a pas fait du tout et puis un jour elle me dit: «Bah, écoute, tu as qu'à le prendre lui» et puis lui c'était mon beau cheval noir qui était au fin fond de l'écurie, qui était devenu un peu aigri parce qu'il avait fait, beaucoup d'années de club, où il était heureux dans cette vie de club et en fait, il avait été acheté par une personne et le feeling n'est pas passé, donc il est retourné en club. Mais comme il fatiguait beaucoup physiquement,
le fait de retourner en club l'a rendu un petit peu aigri, en fait. Et donc, il n'était pas trop monté et il allait sans doute partir à la retraite. Et en fait, il était tellement calme que du coup, il m'a apporté ce calme. Donc, j'ai pu me remettre à cheval, profiter bah, de redécouvrir ce bonheur-là et vraiment de toucher à la relation que je n'avais pas vraiment à l'époque parce que j'étais en club et plus jeune, de la connexion avec un cheval, en fait, qui est quelque chose de vraiment très important. Et une connexion avec tous les animaux est là, mais le cheval, c'est quand même une énergie qui est vraiment très puissante. Et donc, ça m'a apporté énormément. Et j'ai dit à ma monitrice un jour: «J'adorerais lui offrir une retraite» et en fait, elle m'a dit: «Mais tu sais, si tu demandes, aux responsables de l'écurie, je pense qu'ils le mettront, à la retraite incessamment sous peu, parce qu'il a beaucoup donné, donc c'est le moment pour lui de s'arrêter» et effectivement, c'est ce qui s'est passé et donc nous avons acheté Kerguelen, donc avec, bah, l'accord du papa de mes filles, bien sûr et puis mon papa qui a financé un petit peu et jamais de ma vie je pensais acheter un cheval, en fait. Et j'ai une amie qui a déjà eu des chevaux et qui m'a dit: «Mais écoute, moi, si tu l'achètes, je prends la demi-pension, comme ça je peux t'accompagner». Donc une demi-pension, c'est qu'en fait, on partage, plus ou moins les coûts du quotidien et donc elle m'a accompagnée, pendant plusieurs mois à m'occuper de ce cheval correctement et il a passé plus de 10 ans dans notre vie et en changeant d'écurie, j'ai découvert une amie qui parlait de communication animale et je ne savais pas du tout ce que c'était et puis donc ben, comme vous le savez, j'ai fait des études qui sont plutôt financières, plutôt cartésiennes. J'ai une maman qui est infirmière, son mari est médecin, mon papa était ingénieur dans les télécoms, donc on était quand même beaucoup dans le cartésien avec, croyant parce que j'ai été élevée dans la religion catholique et j'ai toujours ma foi bien présente. Donc quand même une petite porte ouverte, on va dire, sur l'invisible, comme on peut le dire aujourd'hui si on veut pas y mettre de catégories, religieuses et de connotations religieuses et du coup, j'ai dit: «Tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc-là?» Et puis j'ai voulu faire l'essai et donc j'ai contacté Bettina Hofer, donc c'est elle qui m'a formée ensuite, à la communication animale et à l'époque, elle était pas très connue dans ma région, maintenant elle est très, très connue et en fait, donc elle est venue et elle n'avait que mon prénom, mon numéro de portable. Elle était venue qu'une fois dans l'écurie, donc elle ne pouvait pas connaître tout ce qu'elle m'a expliqué quand elle est arrivée et Kerguelen a eu, des petits, comment dire? Il a eu quelques petites, c'est pas des maltraitances, mais voilà, il a été un petit peu bousculé, on va dire, au niveau du poitrail. Il a eu une grosse blessure au niveau du ventre, donc c'est 2 endroits où il avait beaucoup de mal à ce qu'on le touche. Et elle, elle est arrivée avec toute sa bienveillance, elle a regardé que c'était un garçon, elle m'a demandé son prénom et elle dégage déjà quelque chose de très doux, de très apaisant. Kerguelen l'a regardé, elle a mis la main sur son poitrail et sur son ventre et il n'a pas bougé. Donc déjà moi, premier test en me disant: «Qu'est-ce qu'elle fait cette dame?» Et en fait, elle s'est connectée à lui, donc elle a capté les images et les informations qu'il a envoyées et en fait, elle m'a raconté sa vie. Par chance, je la connaissais parce que Kerguelen, c'est un trotteur réformé des courses, donc je connaissais son élevage par son carnet de santé et les trotteurs, en fait, restent avec leur mère jusqu'à leurs 2 ans et ensuite ils sont débourrés et ils passent les sélections pour le trot à 4 ans et en fonction des résultats, ils restent dans les courses ou alors ils sont revendus dans des clubs ou chez des particuliers. Donc Kerguelen n'a pas passé les sélections, son frère non plus et du coup, ils sont arrivés au club où je l'ai rencontré, où donc il avait passé déjà, 10 années de sa vie. Ce qui fait que moi, son histoire, je la connaissais du coup, parce que des fois les chevaux, on ne connaît pas trop. Lui, je la connaissais, mais elle, elle ne pouvait pas la connaître. Donc c'était, déjà très, très perturbant pour moi et puis elle a commencé à me parler aussi de ma nature, de mes émotions, de ce que je vivais et ça, elle ne pouvait pas le savoir non plus, en fait. Donc c'était vraiment très, très perturbant, mais en même temps très, très beau. Donc on est restés en contact et elle nous a accompagnés pendant plusieurs années à raison d'1 à 2 fois par an. Surtout que Kerguelen vieillissant, j'ai eu besoin d'avoir son avis sur les soins, dont il avait besoin, s'il pouvait rester au pré. À la base, je voulais lui offrir une retraite, donc une retraite pour un cheval, normalement, il va au pré à moindre coût financier, même si après il y a des coûts vétérinaires derrière. Mais Kerguelen avait énormément d'arthrose, donc il n'est resté que 6 mois au pré, c'était pas du tout adapté pour lui. Parce qu'un cheval arthrosique a besoin de bouger, mais par contre, il a du mal avec les variations de température, avec le vent, avec la pluie et en Haute-Savoie, on a des hivers qui sont quand même assez rudes et des fois des étés pluvieux, donc du coup, pour Kerguelen, ça n'a pas joué. Donc Kerguelen a été en boxe, quasi toute sa vie, mais il a été élevé comme ça, donc pour lui, c'était sa nature. Donc on n'allait pas contre sa nature et j'ai le plaisir de dire qu'il a fini, les 3 dernières de sa vie en boxe terrasse avec vue sur le lac Léman, donc plutôt sympa. Et donc voilà, donc c'est Bettina que j'ai rencontrée pour la com animale et qui a permis de m'initier à tout ça, de me faire découvrir la communication animale et tout ce que ça comporte en fait, parce qu'il y a vraiment cette notion d'accompagnement de l'humain et on verra du coup pourquoi la sophrologie aussi finalement est arrivée, quand il fallait dans ma vie pour me permettre d'accompagner et les humains et les animaux en fait. Ok, Donc voilà, super. Et donc, vous vous êtes formée belle histoire. à Bettina, c'est ça? Oui.
Ouais. Et comment ça, avec Bettina. avec Bettina, comment ça fonctionne concrètement? Vous parliez de capter des images, des sensations, des émotions, Oui. des ressentis, des vibrations. Est-ce qu'on doit avoir un don ou est-ce qu'on peut le développer? Est-ce que n'importe qui peut développer ça? Comment ça fonctionne concrètement, de façon un peu plus cartésienne, voilà. Oui, d'essayer de mettre des mots et de la compréhension cartésienne. Alors, on connaît le mot télépathie, qui Mhm. rentre un petit peu dans le vocabulaire de connexion par le mental, sans avoir trop d'explications. On est tous énergie, Mhm. tout est énergie et donc on est reliés. Pour les vrais cartésiens, il y a la physique quantique. Quand il se passe quelque chose dans un endroit du monde, il y a des répercussions ailleurs et des fois, c'est assez curieux. On le voit au niveau de la nature, par exemple, hein. Quand la planète bouge quelque part, on a des éruptions de volcans, on a, les évolutions des températures, les changements climatiques et cetera. C'est du quantique aussi parce que quand ça bouge à un endroit, ça bouge partout. Et nous, êtres humains, sommes aussi de la matière, de l'énergie, en fait, qui s'est Mhm. condensée. Donc ça, c'est la partie un peu scientifique pour exprimer vraiment de façon très, très basique, hein, parce que ça va beaucoup plus loin, puis je ne suis pas formée pour aller si loin non plus, de tout ce qui est énergie et lien. Et en fait, la communication animale, moi, quand je l'explique justement aux gens que je forme, parce que maintenant j'accompagne aussi les gens, c'est Mhm. qu'en fait, on utilise nos 5 sens. Et on est tous un canal de cheminée. Alors je dis l'invisible parce que je veux volontairement pas y mettre de connotation religieuse, donc j'utilise le mot invisible, cette connexion à l'univers, chacun y met ce qui lui parle. Et pour moi, on a ce conduit de cheminée qui arrive plus ou moins ramoné. Et donc, c'est là où vous parlez de don. Les gens, on peut dire, tiens, lui, il a un don, c'est qu'il est arrivé sur Terre, on va dire, ou en grandissant, avec un canal déjà ramoné, donc déjà fluide. Les personnes hypersensibles, les personnes qui ont des troubles de l'attention, qui ont des spécificités neuroatypiques comme ça, ont très souvent un canal qui est assez bien ramoné, mais ils ne savent pas l'utiliser. Mhm. Par exemple, ils ont des choses un peu différentes des autres. Quelqu'un qui supporte pas le bruit, la foule, et cetera, par exemple, c'est qu'il est déjà connecté à quelque chose d'un peu plus grand, mais il a pas forcément le mode d'emploi de cette connexion. Donc tant qu'il a pas le mode d'emploi, ben, il est pas forcément bien dans un monde où on est plutôt normé aujourd'hui, en fait. Et là, on sort de la norme, donc du coup, c'est un petit peu un décalage. Et donc, on travaille énormément avec les 5 sens. C'est-à-dire que concrètement, quand je me connecte à un animal, que ça soit en présentiel ou à distance, alors en présentiel, c'est notamment avec les chevaux, parce que leurs énergies sont particulières, du fait aussi qu'ils sont mixés avec d'autres énergies. Il y a d'autres chevaux, d'autres dons humains, donc un lieu aussi où les gens brassent, vont et viennent. Donc le cheval est un endroit particulier. Tous les animaux, on va dire, de la terre, et de la terre au sens agricole. Et après, un chat, un chien, il est dans une famille, il n'y a pas forcément 50 personnes qui interfèrent, donc on peut fonctionner à distance, en fait. Et on capte les infos en fonction de comment on est nous et de notre nature. Donc il y a des gens qui vont être beaucoup plus visuels. Ils vont avoir des images, et ces images se traduisent en émotions ou en messages qu'ils vont pouvoir écrire. Donc j'en viens du coup à la pratique de l'écriture intuitive. Moi, j'ai eu beaucoup l'écriture intuitive au début. C'est-à-dire que les infos venaient et puis très rapidement, j'ai pas envie de dire on n'est pas chez Harry Potter, mais ça peut y ressembler. La main prend le dessus en fait et on écrit comme une lettre et ça c'est comme si on nous dictait mais on n'entend pas une voix. Ça devient de l'intuitif, vraiment. Après, il y a aussi les sens. Il y a des personnes qui sont très sensibles aux odeurs. Donc ils ont, des odeurs agréables, des odeurs pas agréables. Ça peut leur souvent, il y a des images qui vont avec ou des sensations physiques. Donc on a les ressentis corporels. Je sais que, par exemple, si un animal a mal au dos et que moi, en ce moment, j'ai mal au dos, je vais quand même sentir que le mal au dos que je ressens n'est pas le mien. On arrive à percevoir la différence entre les 2 et dans ce cas, c'est OK, l'animal, je pense qu'il a mal au dos. Donc on peut noter mal au dos. Après, il y a des gens qui entendent les voix, c'est-à-dire que l'animal va leur parler. Moi, ça m'est arrivé 2 ou 3 fois maximum, je pense, en 4 ans maintenant de pratique, notamment intensive au début parce que j'ai une amie qui, fait partie d'un réseau, en fait, où ils replacent les animaux, heu, comme un refuge animalier, mais elle l'a pas forch elle, elle fait un peu famille d'accueil, puis elle fait relais et du coup, j'ai pu travailler bénévolement pour elle pendant plusieurs années, puis elle me sollicite de temps en temps parce que du coup, ils reçoivent des animaux sans forcément connaître leur passé. Donc le vétérinaire apporte le scientifique, le comportementaliste animalier va apporter sa science, l'éducateur canin aussi. Et puis avec la communication animale, on va apporter ce petit plus, Mhm. entre guillemets, que l'on n'a pas forcément ou que l'animal ne montre pas dans les faits. Donc du coup, j'ai pu travailler avec elle pendant plusieurs mois, ce qui a permis de faciliter les placements des animaux aussi. Il peut y avoir, alors c'est rare, mais ça arrive heureusement, qu'il y ait plusieurs familles intéressées par un animal et on va pouvoir capter alors, on va utiliser le comportement, on va utiliser l'expérience, l'analyse avec l'éducateur de la famille qui va le recevoir, mais on peut capter aussi que l'animal, bah, il va pouvoir préférer être avec d'autres animaux ou plutôt avec des enfants, pas avec des enfants, ce qui ne se voit pas forcément dans les comportements classiques, en fait, que l'on va chercher par le concret.
Et donc on peut avoir justement ces sensations-là qui apparaissent et ces voix qui viennent nous donner des informations et ça m'est arrivé dans ces sens-là, où effectivement, bah, j'entendais l'animal me parler comme on se parle là toutes les 2. Donc voilà, mais c'est très, très rare chez moi, il y a des gens chez qui c'est très fluide et il y a ce que l'on appelle la claire connaissance. Alors soit elle est déjà là et on apprend à l'apprivoiser un petit peu et c'est une question de confiance en soi et la claire connaissance, c'est que l'information vient, on ne sait pas ni où, ni pourquoi, ni par qui, mais elle est là et on a la ferme sensation qu'elle est en nous et que c'est le bon message et c'est chez moi ce qui se passe vraiment de façon très, très forte aujourd'hui ou si je me mets en méditation et que je me prépare à faire une communication et cetera, je me pose, je me mets dans un environnement calme et cetera. Mais par contre, il peut m'arriver d'être quelque part et puis notamment cet ami qui peut me téléphoner en me disant: «Bah, écoute, voilà, j'ai un chien, un chat, on hésite entre 2 familles» et puis entre-temps, moi, je suis préoccupée par d'autres choses. Je vais dire: «Bah, écoute, envoie-moi la photo, je ferai ça à la maison» et puis d'un coup, j'ai l'info qui vient et du coup, je vais la rappeler, je vais lui laisser un vocal. Je sais que cette info, elle vient, alors j'ai envie de dire de l'invisible, je ne sais pas si c'est l'animal, si c'est une guidance. On appelle ça guidance aujourd'hui dans le jargon un petit peu plus, perché comme peuvent dire certains. Mais voilà, l'information arrive et du coup, bah, je transmets l'information et puis des fois, il va me falloir un cadre un peu plus stable, un peu plus fermé avec, voilà, j'ai besoin de sentir des encens, des choses comme ça. Parce que l'idée de la com animale, c'est de débrancher le mental. C'est Mm. de prendre l'information avant que le mental se mette en marche. Donc comme je suis un être humain, bah, en fonction de comment est mon mental plus ou moins présent, la conduite cheminée est plus ou moins fluide. Mm. Voilà. Super. Waouh. Et quels sont J'espère les être types claire. de... Pardon? J'espère être assez claire parce Ah que oui, je c'est pars, très clair. Ah oui, oui. Je pense que quelqu'un qui est à 1000% cartésien peut comprendre. Vous l'avez d'accord, très cool. bien expliqué, merci beaucoup. Et donc, quels sont les types de demandes que vous avez le plus souvent, qui vous sont adressées par rapport à ces animaux? Et comment aussi est-ce que vous travaillez avec l'humain? Comment s'intègre également la sophrologie? Alors, donc du coup, ce q les demandes que j'ai fréquemment, alors ça arrive assez souvent, des animaux en fin de vie. Mhm. C'est-à-dire, bah, on a la possibilité d'endormir les animaux, et du coup, bah, il y a aussi le fait de se dire: «Est-ce que c'est le bon moment?» Ce côté un peu tout pouvoir de dire: «OK, il peut partir, il veut partir, mais est-ce qu'il veut partir?» Donc il y a le côté médical, clairement. Le vétérinaire va dire: «Bah, écoutez, là, je ne peux plus rien faire» et reste derrière le libre arbitre parce que même le vétérinaire donnant son avis médical, c'est toujours l'humain derrière qui a le choix de décider, sauf s'il y a une souffrance, enfin voilà, dans certains cas bien entendu, hein, où voilà, on ne peut pas faire autrement, ou un animal qui va décéder sur une table d'opération, le vétérinaire fait ce qu'il faut en fait, hein, de toute façon et je commence à travailler petit à petit aussi avec des vétérinaires qui s'ouvrent aussi à cette démarche-là. Mais 99 du temps, c'est l'humain de l'animal qui va décider à quel moment l'endormir et là, il y a souvent un cas de conscience. Alors il y a la personne qui peut ça m'est arrivé d'avoir des gens qui me disent: «Bah, forcément là j'en peux plus, il est pas bien, je vois qu'il est pas bien, heu, j'ai le quotidien, est-ce que je peux pas lui apporter ce dont il a besoin dans cette fin de vie? Mais je me sens égoïste de le laisser partir maintenant» et cetera. Donc c'est d'aller chercher l'animal derrière, de déculpabiliser l'humain, quel que soit le choix qu'il va prendre, et du coup d'aller écouter l'animal. Et ce sont des communications qui sont extrêmement émouvantes parce que c'est de l'amour qui est transmis, en fait et c'est de l'amour des 2 côtés parce que l'humain qui se pose la question, il est dans l'amour et l'animal, il est dans l'amour aussi, des fois, de dire: «Bah, OK, je peux partir et c'est OK». Mm. Et alors, j'ai des gens qui me disent: «Mais comment tu dis aux gens, il faut endormir l'animal?» Je dis: «Non, je dis aux gens que l'animal est OK pour partir. La décision, c'est pas moi qui vais dire il faut euthanasier un animal ou pas et je n'ai aucun pouvoir là-dessus et aucune légitimité. Mais par contre, en déblayant, en décortiquant un petit peu les émotions, le ressenti de l'animal, on peut accompagner l'humain à prendre la décision qui serait la plus juste pour les 2 en fait. Et Mm. après, on peut avoir des animaux qui disent: «Bah, non, moi, pour l'instant, je ne suis pas prêt». Mm. Et il m'est arrivé une fois, j'ai l'expérience d'une communication qui a été assez forte. Donc comme je vous le disais, je ne me déplace pas forcément pour les chats, les chiens, les petits animaux. Et j'ai une dame qui me téléphone et qui me demande d'aller chez elle pour communiquer avec sa chienne parce qu'elle doit l'endormir. Elle a pris rendez-vous, mais elle sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc là, c'est l'humain en soi qui a quelque chose qui le dérange. Et donc je suis arrivée chez cette personne et il se trouve qu'en fait, effectivement, au premier abord, la chienne n'était pas prête à partir. Mais elle était dans un état physique qui était vraiment très compliqué. Son humaine était vraiment conscience qu'il y avait vraiment une problématique physique. Le vétérinaire avait expliqué qu'il y avait plus rien à faire, qu'il y avait de fortes chances que l'animal souffre, donc l'humain ne voulait pas que l'animal souffre. Mais on sentait la présence mentale de l'animal vraiment qui ne voulait pas lâcher son humaine. Et c'est là où finalement, avec l'accompagnement de qui je suis, du coup là on rentre même plus dans une formation, mais c'est le chemin de vie, l'expérience et puis la sophrologie.
qui apportent aussi à aller écouter les émotions, m'ont permis d'écouter les émotions de cette dame, en fait, qui se trouve être une, thérapeute elle aussi, mais ça je l'ai su un petit peu plus tard, parce que je rentre pas dans la profession des gens dans l'échange, je suis face à un humain, en fait, avec ses émotions. Mais du coup, elle comprenait encore plus ce que j'essayais de transmettre et j'ai envie de dire tout est juste au final. Et donc on s'est connectés et j'ai ressenti à un moment, j'ai senti donc je suis praticienne en énergie et en fait, j'ai senti en me connectant à la chienne et en manipulant, en posant mes mains sur elle pour l'accompagner au niveau fluidité énergétique, je sentais des blocages. Donc en essayant de la «déverrouiller» entre guillemets, de déverrouiller les blocages énergétiques, j'ai senti une connexion avec son humaine qui était assis à côté de moi et puis du coup, j'ai dit à dame: «Mais c'est bizarre». Alors moi, je travaille les yeux fermés quand c'est comme ça pour être connectée et pas prise par mon mental et ce qu'il peut voir, du coup, mais vraiment avec mes perceptions, mes sens et là, je sentais l'animal, je sentais qu'il y avait un blocage et puis je sentais qu'il y avait l'humain et puis je dis à la dame: «Mais est-ce que vous aussi vous êtes bloquée à cet endroit-là?» Et elle me dit: «Bah oui, clairement» et elle me dit: «Je sens tes mains», alors que j'avais mes mains sur l'animal. Donc elle sentait, elle, au niveau énergétique, ma présence et du coup, j'ai accompagné le déblocage qui était humain. Et on est restés 2 heures en tout ensemble, hein, donc des fois, voilà, il y a des notions de «tarif» entre guillemets, mais j'essaie toujours d'être au plus juste, mais des fois, ça peut durer un quart d'heure et des fois ça peut durer 2 heures et c'est le même tarif, mais c'est comme ça, c'est mon choix. Mais du coup, là, je suis restée 2 heures avec cette personne et sa chienne et en fait, avec les messages qu'on a eus de la chienne, elles ont passé un week-end toutes les 2 puisque j'y suis allée le vendredi et elles ont pu passer un week-end les 2 à se connecter en énergie et dans l'amour en fait, hein, tout simplement, de cette énergie d'amour et le lundi, le vétérinaire a pu venir à la maison parce qu'on a eu la chance aussi d'avoir un vétérinaire qui a accepté de se déplacer. C'est pas qu'ils veulent pas le faire en général, hein, c'est qu'ils ont pas la possibilité, matérielle, de temps et cetera. Mais là, le vétérinaire a pu le faire et donc le vétérinaire est venu endormir la chienne à la maison avec son humaine et en toute sérénité. Donc j'ai été vraiment très émue et très heureuse et reconnaissante, surtout pleine de gratitude de cette dame de m'avoir appelée et de m'avoir dit: «Bah, venez à la maison» et c'est rare qu'on me le demande et c'est très rare que je dise non quand on me le demande. Si je Mmh. dis non, c'est parce qu'au niveau énergie, je le sens pas ou parce que moi, je suis pas assez alignée et que du coup, j'ai besoin de ma bulle pour pouvoir être bien, mais il y a souvent une raison. Waouh. Et une fois aussi où j'ai été chez un monsieur où en fait, effectivement, il m'a demandé d'aller. Je me suis rendu compte en allant sur place qu'il avait besoin de la sophrologue, il avait besoin de la personne pour échanger avec lui. Le chien avait un petit problème de comportement, de petit pipi, mais en fait, le simple fait que je vienne et que j'apaise l'humain par un échange autour d'un café, donc ça paraît très anodin de prendre un café avec quelqu'un et de solutionner quelque chose, mais au final, en discutant avec la personne, en la rassurant et cetera, bah, l'animal m'a fait rentrer chez eux et a permis que j'accompagne et que j'apaise l'humain et le chien a arrêté de faire ses besoins. Donc une des problématiques, donc comme je disais, il y a l'animal en fin de vie, mais il y a aussi des fois une symptomatique de l'animal où l'humain se sent un petit peu perdu. Ils font tous les contrôles vétérinaires, il y a rien de particulier derrière ou alors ils m'appellent en me demandant alors 99 du temps, j'envoie aussi chez le vétérinaire parce que voilà, il y a Mmh. la science derrière, hein, Oui. mais voilà, un chat qui peut avoir un comportement particulier, il peut ne pas y avoir de raison, vétérinaire, de raison scientifique à amener le chien ou le chat chez un vétérinaire. Par contre, bah, moi, je peux avoir l'information qu'il y a un problème urinaire et du coup, comme le chat, bah, il fait pas ses besoins à la maison et que du coup, il les fait en extérieur, l'humain n'a pas vu qu'il y avait une cystite, par exemple et le comportement n'est pas forcément adapté à une problématique de santé. Mais en allant chez le vétérinaire, bah, fait le bilan complet, donc il vérifie aussi les problèmes urinaires et du coup, bah, il met sous antibio et le chat, apaise son comportement. Et Donc quand il y a un problème de comportement, par exemple un chat qui n'urine pas dans sa litière ou des problématiques un peu comme ça qui ne sont pas liées à la fin de vie, quelles oui. sont les raisons potentielles que vous avez pu déterminer sur les différents cas que vous avez eus, même si j'entends que 90% des cas sont liés à de la fin de vie. Mais Non, par elle contre, a du comportement, un trouble du comportement, pas la fin de vie. ah Dans ok, les gens qui m'appellent, c'est pas 90 la fin de vie. Ça a été une grosse partie, puis c'est très aléatoire. Il y a des périodes, en fait, où je vais avoir des thématiques. J'en discutais avec mon ostéopathe, elle me dit: «J'ai des périodes, ils viennent tous parce qu'ils les clients se sont bloqués l'épaule». Moi, j'ai des périodes où ça va être les animaux en fin de vie ou les animaux disparus. Il y a beaucoup aussi, d'animaux qui disparaissent, ce qui est très compliqué par contre comme pratique que je continue à faire, mais qui est très frustrante, on va dire. Mais non, très souvent, c'est un problème comportemental, en fait. Donc là, c'est plutôt 80 des appels sont un problème comportemental, donc un pipi partout, un pipi sur le lit de l'humain aussi des fois en disant: «Mais il le faisait jamais». Et alors très souvent, il y a plusieurs raisons. Il peut y avoir une partie, alors je dis perché, hein, parce qu'on va être, peut-être écouté par diverses personnes et chacun, écoute et prend ce qui lui parle. Mais il y a la côté énergétique dans la maison, donc il peut y avoir des changements énergétiques dans la maison. Il peut y avoir des besoins de faire de la géobiologie.
parce que les énergies planétaires bougent aussi dans ces sens-là. Donc il y a des fois des choses au niveau géobiologie à travailler. Donc là, j'oriente vers des consoeurs et confrères, qui sont spécialisés. Moi, je il y a des petites choses que je peux faire, mais 9 fois sur 10, je ne peux pas le faire. Pour information, tous les gens que j'oriente, déjà, je n'ai pas d'accord financier avec eux et c'est tout simplement parce que j'en ai eu besoin dans ma vie et donc comme je les connais et que je les connais physiquement et que j'ai eu affaire à leur service, je les référence dans ce cadre-là, en fait, hein. Il y a vraiment pas de rien d'autre par rapport à ça et on revient à nouveau, bah, sur la notion d'éthique, hein. Je suis vraiment mon côté structuré de comptable reste aussi quand même dans cette structure-là aussi pour les relations, dans ces domaines un petit peu, borderline. Et en fait, donc il peut y avoir ces problèmes-là. Il peut y avoir aussi, bah, j'ai eu le cas clairement ce matin où une dame, en fait, a une jument, qu'elle avait en garde temporaire et qui devient sa jument à temps plein. Et la minette a ses problèmes, urinaires, du coup, elle fait effectivement en dehors de sa litière et à certaines périodes plus fréquemment que d'autres. Et au final, bah, alors elle la chatte est très âgée, donc il y a effectivement l'âge, certes, mais la dame me dit: «Je pense pas qu'il y ait un problème d'âge» et effectivement, sur certains points, il y a un problème d'âge, mais qui est amplifié par la problématique de la présence de la jument, qui n'est pas à la maison, mais cette dame passe beaucoup plus de temps et donc en énergie, la jument est très demandeuse. Donc là, pour le coup, j'ai demandé à la dame une photo de la jument pour me connecter à la jument et j'ai ressenti l'énergie de la jument qui est très en besoin et très en demande et qui du coup prend beaucoup de l'énergie de l'humaine et du coup, la minette, ben, elle a son espace énergétique qui lui pour elle, lui semble réduit et en fait, j'expliquais à la dame, c'est comme les enfants quand le deuxième arrive, ils ont pas la notion que le cœur d'une maman ou d'un papa est extensible et les animaux, des fois, ils manquent aussi de comprendre. C'est pas parce qu'un animal arrive qu'ils vont être moins aimés. Donc ils vont développer des symptomatiques comme des pipis, des cacas en dehors de la litière. Et du coup, en rétablissant les énergies, le simple fait d'avoir l'échange et de pouvoir, ben, moi, dans mon espace, on va dire, de communicante, j'ai les 2 animaux, en fait. Donc j'ai des petites choses qui se passent dans ma tête et qui font que du coup, bah, l'animal se pose, il a été entendu et donc les problématiques se désamorcent plus ou moins rapidement derrière. Mmh. Et est-ce Donc qu'on il y a aussi des notions d'espace. oui, OK. Oui, oui, c'est super, super clair, hein. Effectivement, l'animal se sent, peut-être, l'impression qu'on lui enlève un peu d'amour, de C'est l'espace ça. et Et du c'est coup, après, ils se sont entendus et puis notre attitude va changer. Donc forcément, à partir du moment où on a donné une info à l'humain, l'humain, il peut changer des choses quand il y a des choses à changer, mais par contre, des fois, il change rien. Mais juste le fait de l'avoir entendu et d'avoir compris, dans mmh, son énergie, dans ce qu'il dégage, il dégage autre chose. bien sûr. Quand on est au travail et qu'on a une journée hyper stressante, on rentre à la maison et on dit: «Oh mais les gamins, ils écoutent rien ce soir». Bah oui, mais en même temps, nous on est arrivés, on était une pile électrique. Mmh. Alors que si on rentre du travail content et détendu, bah, l'enfant, il peut avoir une journée école et cetera stressante, mais du coup, on lui amène pas notre stress. C'est exactement la même chose avec les animaux au final. Waouh. On a un peu plus de mal à le conscientiser. Mmh. Et si on revient un petit peu sur aussi les disparitions, vous en parliez, est-ce qu'on peut avoir un petit peu, un petit détail sur ce point? Oui, c'est un gros challenge. On Mmh. a fait une expérience avec des collègues qui font le même travail la dernière fois. Il m'est arrivé, une dame me téléphone, je ne la connais pas, elle appelle d'une amie. Donc je donne des cas concrets parce que c'est vraiment, plus facile de comprendre. Elle me téléphone de la part d'une amie qui me connaît très bien. Elle habite sur Lyon et elle me dit: «J'ai perdu ma chienne, elle s'est échappée ce matin, heu, elle est comme ci, comme ça et je ne la trouve pas et j'ai pas d'infos, elle est partie vite, on est en plein centre-ville». Et donc j'ai demandé à la dame quel a été le lieu de départ de la chienne. Je vais sur n'importe quel site de plan, on va dire, sur internet. Donc maintenant, je fais sur tablette, avant j'imprimais. Maintenant, je fais sur ma tablette, ça marche aussi bien. Donc j'ai été chercher Lyon, la ville. J'ai demandé la localisation, du coup, j'ai rentré l'adresse du dernier endroit où elle a été vue et j'élargis au plus large Mmh. et je laisse le pendule me guider. Donc le pendule va aller tourner, donc il va bouger, puis il va aller se fixer sur une zone, il va tourner. Je vais zoomer sur la zone jusqu'à ce que le pendule, ben, agrandisse et à partir du moment où il agrandit, ça sert plus à rien de zoomer, il va rester sur l'espace et j'envoie la photo et là, la zone était, on va dire, sur un pâté de maison. Donc j'envoie la photo à la dame, donc je ne connais pas Lyon. Maintenant, ma fille est étudiante, mais je veux dire, ça ne m'empêche pas de connaître Lyon davantage et en fait, j'envoie la photo à la dame et je dis: «Voilà, ben, moi, à telle heure, donc localisation supposée» et la dame me rappelle, elle me dit: «Bah, je vais aller voir, il y a un apparemment, il y a un commissariat de police à cet endroit-là, je vais aller voir» et la chienne était au commissariat de police, ils venaient de la recueillir. Donc là, waouh, j'ai gagné, j'étais contente, elle aussi, magique et voilà, ils auraient fini par avoir l'animal puisque avec les ils auraient appelé un vétérinaire qui aurait checké la puce électronique
pour animal, identifié et ils auraient retrouvé la dame. Mais en tout cas, là, en l'espace d'1 heure de temps, on a localisé l'animal et donc j'ai pu clairement, effectivement, aider à retrouver l'animal. Ça m'est arrivé aussi une fois en Charente-Maritime, pareil, par du bouche à oreille. Une dame m'appelle: «Sa minette pas là depuis 3 jours, très inquiète, ils ont fait tout le tour du pâté de maison» et cetera. Je demande toujours l'adresse du dernier endroit, donc qui était leur maison et le pendule m'amène vraiment, limite la maison d'à côté, quoi. C'était le pâté de maison. Je me dis: «C'est quand même bizarre». La dame me dit: «On a fait tout le quartier, c'est quand même fou» et puis, je dis: «Bah, écoutez, retournez». Donc on reste sur du basique et puis le soir, j'y pense parce que le problème des animaux disparus, c'est que même si je fais la communication en instantané, tant que j'ai pas la réponse, je continue à y penser. Alors maintenant, j'essaye de mettre ça de côté, hein, comme quand on rentre du travail, on essaie de laisser le travail au travail. Mais quand c'est un animal disparu, puis selon les ressentis que j'ai quand même tendance à rester focus un peu dessus. Mmh. Et puis le soir, je me promenais et puis d'un coup, j'ai eu le truc de dire: «Il faut qu'ils y aillent maintenant, en fait». Qu'ils aillent regarder et qu'ils l'appellent. Et j'appelle les gens, il était 9 heures le soir, il commençait à faire nuit, donc j'appelle la dame, je dis: «Écoutez, retournez faire un tour dans le quartier et appelez-la». Et en fait, ils ont entendu un miaulement, donc ils se sont arrêtés forcément. Le soir, il y a moins de bruit, la ville est plutôt endormie, puis c'était un petit hameau en bordure de ville, en limitrophe et puis ils ont entendu miauler et il se trouve que c'était une maison, qui était louée en Airbnb, mais qui du coup était fermée. Les gens étaient partis 3 jours plus tôt et en s'approchant et en appelant, ils ont entendu des miaulements du coup de plus en plus et en fait, ils ont pu faire ouvrir la maison. La minette était à l'intérieur avec 2 autres chats. Elle avait les pattes complètement brûlées parce qu'en fait, fait exprès, je ne sais pas si c'est qu'elle avait percuté, qu'on était en train de la chercher ou si ça a été un concours de circonstances, mais en tout cas, elle s'est frottée les pattes dans le conduit de cheminée, ce qui a fait qu'ils ont pu l'entendre miauler puisque tout était fermé, par le conduit de cheminée. Et du coup, bah, ils ont pu la récupérer, aller chez le vétérinaire, faire les soins du coup pour les pattes et cetera. J'ai pu faire un soin énergétique derrière qui permet de couper le feu aussi et donc du coup de réduire les inflammations et puis, bah, le vétérinaire a pris la suite pour le soin de l'animal. Donc là, on a pu la retrouver et après par contre, j'ai malheureusement 80 du temps, et c'est ça qui rend des choses difficiles, où on ne les retrouve pas, où on pense avoir une info, une localisation précise et en fait, il se passe rien. Et donc il y a plein de choses qui se passent. Donc et des choses qui nous échappent parce que du coup, on n'a pas l'information. Alors je sais des fois pour avoir communiqué avec des animaux, que des fois l'animal ne souhaite pas être retrouvé. Donc ça, c'est un peu délicat et puis des fois je le présente aux humains, mais pas forcément comme ça parce que j'en ai pas la science, la connaissance pure. Donc je peux pas dire aux gens: «Il veut pas rentrer chez vous» parce que je peux me tromper. Donc c'est pas sain de donner ce genre d'informations. C'était Voilà, une donc c'est quelque chose de difficile. c'était une Et de quand je me dis: «Je vais arrêter les animaux disparus», bah, j'ai mmh, une question, j'ai quelqu'un qui me demande, j'en trouve un, donc je me dis: «Bon, bah, alors pour celui-là, c'est déjà ça de fait». ouais, Voilà, mais c'est très, très pratique et enfin très difficile, très du coup. difficile, ouais. Bah, c'était une de mes questions. Est-ce qu'ils partent Ouais. d'eux-mêmes ou est-ce que c'est vraiment par concours de circonstances? Mais du coup, vous y avez répondu. Une autre question par rapport à ce sujet, est-ce que les enfants sont naturellement plus ouverts à cette communication? Est-ce que, vraiment c'est inné? Ou enfin, de toute façon, on a toute cette capacité, comme vous le disiez, c'est un Oui. canal, ramoné ou pas. Est-ce que chez les enfants, c'est naturellement ramoné? Si on peut dire, enfin, si on peut dire ça comme ça? Alors pour l'instant, je ne des gens m'ont demandé déjà, hein, d'accompagner des enfants avec la com animale. Je ne le fais pas parce que volontairement, parce que ça ouvre à d'autres connexions énergétiques Mmh. et il y a pas de protection parce qu'il y a du beau, il y a du moins bon. Alors quand on est dans le cœur, on dit: «Voilà, on attire que la lumière, on travaille qu'avec la lumière», mais mine de rien, il y a des choses, voilà. Je rentre pas dans ça, mais c'est un petit peu touchy, Mmh. donc j'accompagne pas les enfants par rapport. Après, les enfants fonctionnent au niveau du cœur, beaucoup plus facilement que nous qui sommes conditionnés par la société de plus en plus. Donc forcément, il a un terrain qui est beaucoup plus fertile Mmh. et des fois un animal va beaucoup plus aller vers un enfant. Mais l'enfant, il peut avoir aussi beaucoup plus de peur, donc l'animal peut justement ne pas aller vers l'enfant qui est vers plein de peur parce que l'enfant n'a pas forcément de filtre. D'accord. OK. Donc ils ont la connexion, ils ont la compréhension de l'animal beaucoup plus facile que nous, de par cette connexion du cœur, mais j'y rentrerai pas dans la communication Oui, animalière bien par sûr. rapport à ça, en Non, fait. non, la question, Voilà. c'était plus est-ce qu'ils sont connectés, pas du tout dans l'accompagnement, évidemment. Et Voilà, ouais. et donc merci beaucoup pour ces partages, c'est super intéressant. Avec plaisir. On pourrait en parler pendant des heures. C'est vrai Oui. qu'il y a toujours plein de choses à dire, c'est passionnant. Une des dernières questions, qu'est-ce que ce métier vous a appris sur vous-même? Comment est-ce que vous voyez un petit peu votre parcours aujourd'hui en rétrospective, en quelques mots? Bah, en rétrospective, c'est que mine de rien, ce qui m'animait au plus jeune était là où j'avais envie d'être. Mmh. Mais par contre, celle que je suis aujourd'hui ne serait pas celle que je suis aujourd'hui sans tout ce que j'ai vécu. OK. Donc bah, déjà, je parle anglais, du coup, donc je peux aussi accompagner, des anglophones.
Mhm. La sophrologie m'a amenée à me retrouver, à Mhm. aller chercher qu'est-ce qui m'anime. On travaille sur les valeurs, on travaille sur la relaxation aussi. Donc j'utilise, quand je forme les gens en communication animalière aujourd'hui, j'utilise la sophrologie pour les amener à se reconnecter à eux-mêmes, ce qui est 80% de la communication animale. Donc aujourd'hui, je dirais que voilà, je suis retournée à la source, mais enrichie de l'expérience de la vie. Et au final, tout chemin est juste. Parce qu'au Mhm. final, chaque étape a amené à être qui je suis aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est un gros challenge, étant seule, de justement d'essayer d'avoir mon activité principale, qui est une auto-entreprise, qui est complètement aléatoire, parce qu'on n'a aucune visibilité sur le coup de fil qu'on va avoir, etc. Le pet sitting, c'est pareil, on a de la demande de personnes. J'explique bien aux gens que quand je fais le pet sitting, je ne suis pas communicatrice animalière, je suis juste la nounou des animaux et que sur demande, je fais de la com, mais je veux dire, je ne vais pas me connecter, on en revient à l'éthique, je ne vais pas me connecter à un animal sans l'autorisation de son humain Mhm. ou un besoin express de l'animal, mais dans ce cas, c'est que l'animal a un message à me donner à moi, mais ne va pas me parler de son humain. Donc je Mhm. respecte la confidentialité de l'humain. Je donne des exemples, je donne pas de nom, voilà, ça c'est des choses qui sont importantes. Mais du coup, pour moi, la sophrologie et la communication animale et du coup le pet sitting, c'est vraiment en fait mon unité et qui je suis parce que je suis très authentique, je suis très sensible. Et donc je me connecte à des gens et je suis en lien avec des gens qui le sont. En général, la personne qui n'est absolument pas authentique, qui est vraiment que dans son mental, et cetera, soit elle est ouverte et je l'accompagne à aller se reconnecter à elle-même, soit, nos chemins se séparent en fait, parce qu'on n'est pas sur la même vibration, comme on peut dire. On parlait d'énergie tout à l'heure. Mais très souvent, les gens qui viennent à moi ou les animaux, l'un accompagne l'autre et d'une façon, j'accompagne plus ou moins tout le monde. Est-ce qu'on Et peut... mon expérience de vie, fait que du coup, par qui je suis maintenant, en n'étant plus très jeune non plus, mais sans être trop vieille, me Mhm. permet d'accompagner, enfin en tout cas d'apporter qui je suis et de permettre à la personne en face de s'écouter et du coup d'accueillir son animal. Oui. Et par rapport à ce que vous voyez, une autre question, est-ce que vous pensez que, est-ce qu'on peut dire que l'animal choisit son humain et que l'humain choisit son animal, qu'il n'y a pas de hasard, que c'est vraiment un rendez-vous? Oui, je pense que c'est un Oui, rendez-vous je parce que tout pense. chemin est juste C'est juste. Hmm. et j'ai un écho, J'ai un j'espère que vous écho, m'entendez j'espère bien. que non, c'est très bien. Et donc Et donc, tout chemin est juste et là, j'ai un exemple concret dernièrement d'une dame qui me téléphone en amont avant de prendre un chien qu'elle a réservé dans un élevage, mhm. pour que je l'accompagne pour, à terme, venir garder l'animal quand elle s'absente, mais elle avait besoin aussi que je l'accompagne sur comment on accueille un animal. Est-ce qu'on fait une communication tout de suite, plus tard, et cetera? Et donc on a eu un très bel échange. Bon, on est devenus amis depuis, hein, ça m'arrive souvent avec certains clients et en fait, l'animal est arrivé dans sa vie, donc le chien est arrivé le vendredi. On s'était fixé de se rencontrer le lundi pour que je le rencontre physiquement et puis que je puisse voir avec elle en termes d'espace de vie et puis pour diverses raisons, le chien n'est pas resté. Il est retourné à l'élevage. Mais par contre, il a changé son humaine sur énormément de choses et ce jour avait dit des choses chez moi. J'ai pu voir des choses autrement grâce à lui. J'ai pu rencontrer cette femme aussi et du coup, on peut m'amener des business que je n'aurais pas autrement. Donc les animaux viennent d'en apporter quelque chose et il est arrivé, il a passé remonter d'eux chez moi pendant et il a apporté à tout le monde une tire de chien qui était traitable, structurée, et qui aujourd'hui va accompagner en étant à sa juste place Mhm. ce qui vient. Donc il y a ces notions-là. Et puis effectivement, oui, ils apportent toujours quelque chose. On leur donne beaucoup, ils nous apportent beaucoup. Et des fois, certains animaux, on leur apporte aussi parce qu'on leur permet de vivre euh, une vie qu'ils n'ont pas connue. Notamment, Mhm. voilà, un chien qui vient de la SPA, il peut tomber sur une famille qui va être à son écoute, qui va le comprendre, une sensibilité de l'humain. Très, très souvent, il y a un énorme mimétisme. Quand j'ai eu une dame ce matin par rapport à sa minette et je connais pas cette dame, je l'ai jamais vue, hein, donc j'ai pas d'infos non plus, comme Bettina quand elle est venue voir Kergalan. Et en fait, je dis: «Ben voilà, il y a un blocage émotionnel et puis il a une notion d'espace, c'est un animal qui a besoin qu'on rentre pas trop dans son environnement» et la dame sourit, sourit, elle sourit et me le dit en me disant: «C'est fou, on dirait moi» et du coup, ben, ils se comprennent. Wow. Donc il y a pas de hasard. Non, je pense pas qu'il y ait un hasard. Il faut écouter son cœur. Écoutez son cœur. Ouais, Merci beaucoup. mais de rien. Dernière Merci. question. Qu'est-ce que vous diriez à des personnes qui n'osent pas s'écouter, qui vivent par exemple un burn-out, un brown-out, une perte de sens? Un dernier conseil sur ce point, vous qui êtes revenu à l'essentiel, à des choses qui vous plaisent, qui vous font vibrer.
même si tout ce que vous avez déjà vécu, comme vous l'avez dit, vous a apporté, vous a enrichi, vous a permis de vivre les choses pleinement aujourd'hui. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui hésite à oser changer? Bien, c'est une amie qui m'a donné cette phrase une fois et qui m'a dit qu'en fait, qu'est-ce que cette expérience m'apporte et comment cela peut se retourner en positif? Et un des principes de la sophrologie, c'est de voir le positif. On n'écarte Mm. pas le négatif, on le met pas sous le tapis. On le voit, on en prend conscience, mais on voit le positif qui vient en face. Donc quelle que cette situation, qu'est-ce que cette expérience de vie m'apporte? Comme Mm. enseignement, comme positif, comme développement. Et aujourd'hui, sans le burn-out, je ne serais pas celle que je suis aujourd'hui. J'ai des petites rechutes de temps en temps et en fait, je me rends compte que c'est la vie et qu'en général, quand il y a un gros coup de mou, des choses comme ça, c'est quelque chose de plus beau et de plus grand arrive derrière. Merci beaucoup. On va terminer sur cette belle phrase. Merci infiniment, Merci. Cécilia. On mettra toutes les informations donc, concernant vos prestations, Oui, que ce soit le parenting, la communication animale, également les formations que vous proposez pour les personnes merci. qui souhaitent justement vous contacter. Merci infiniment. Merci beaucoup Leïla.